Dans la nuit du 23 août 1689, les cris les plus glaçants jamais entendus dans l'Amérique coloniale résonnèrent à travers les rues pavées de Carthagène des Indes. Mais ils ne venaient pas des esclaves. Pour la première fois dans l'histoire brutale du Nouveau Monde, ce furent les maîtres qui implorèrent la pitié, alors que l'huile bouillante faisait fondre leur chair, appliquée goutte après goutte, avec méthode, par une femme qu'ils avaient considérée comme leur propriété quelques heures plus tôt. Maria de Cartagena, une princesse angolaise réduite en esclavage, venait d'exécuter la vengeance la plus calculée et la plus sauvage de l'histoire coloniale, se transformant en une seule nuit, de servante domestique en ange vengeur, dans une horreur inimaginable. Ce qui semblait être une paisible demeure catholique cachée derrière des murs de corail était en réalité une chambre de torture où 3 générations de nobles espagnols avaient perfectionné l'art de la souffrance humaine, jusqu'à ce qu'une mère en deuil décide que 8 années de brutalité systématique méritaient une réponse tout aussi systématique. 4 membres de la plus puissante famille négrière de Carthagène périraient cette nuit-là, mais leur mort ne fut que le commencement d'une histoire qui allait inspirer des rébellions d'esclaves sur 3 continents et redéfinir ce qu'une femme déterminée pouvait accomplir lorsqu'elle n'avait plus rien à perdre. Cette chaîne explore les recoins les plus sombres de l'histoire humaine où des gens ordinaires deviennent capables d'un mal extraordinaire et d'une justice extraordinaire. Nous n'édulcorons pas la brutalité et nous ne nous excusons pas de vous montrer ce qui s'est réellement passé lorsque le vernis de la civilisation s'est fissuré. Si vous ne supportez pas les représentations graphiques de violence historique et de complexité morale, ce contenu n'est pas pour vous. Abonnez-vous si vous êtes prêt à découvrir les vérités enfouies qui ont façonné notre monde, et dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous? L'histoire de Maria de Cartagena pourrait bien avoir commencé dans l'histoire cachée de votre pays. La chaleur estivale de 1689 planait sur Carthagène des Indes comme une couverture étouffante. Mais à l'intérieur du manoir de corail de la famille Maldonado, un autre type de chaleur brûlait, la cruauté calculée qui avait fait d'eux les négriers les plus redoutés des Caraïbes espagnols. Selon les témoignages enregistrés à l'Archivo général de Indias de Séville, les 3 frères Maldonado avaient transformé l'entreprise déjà brutale de leur père en quelque chose qui choquait même les fonctionnaires endurcis de l'Inquisition. Chacun des fils avait développé sa propre méthode signature pour briser les esprits humains, transformant le domaine familial en ce que les archives coloniales décrivent comme un laboratoire de souffrance humaine. Les murs épais du manoir, conçus pour résister aux tempêtes caribéennes, servaient également à étouffer les cris qui résonnaient dans ces couloirs jour et nuit. Diego Maldonado, l'aîné, âgé de 24 ans, mesurait 1,80 m et arborait le teint pâle qui caractérisait la noblesse espagnole, mais ses yeux bleus portaient une froideur qui glaçait le sang de chaque Africain croisant son chemin. Le rapport confidentiel du père Francisco Méndez à l'évêque de Carthagène, daté du 15 juillet 1689, décrivait Diego comme un homme qui a perverti l'ordre naturel en trouvant du plaisir dans des actes qui feraient honte au diable lui-même. Diego avait instauré ce qu'il appelait des inspections de reproduction, des agressions sexuelles violentes déguisées en évaluation commerciale, qui laissaient d'innombrables femmes enceintes d'enfants destinés à l'esclavage dès leur naissance. Son registre personnel, retrouvé des années plus tard dans les ruines de la maison familiale, contenait des comptes méticuleux de ces violations, catalogués avec le même soin que la plupart des marchands accordaient à leur inventaire. Ce qui rendait la cruauté de Diego particulièrement insidieuse était sa capacité à maintenir la façade d'un respectable gentilhomme catholique, tout en orchestrant un système de viol et de torture méthodique. Rodrigo, 19 ans et portant les traits acérés de son ascendance andalouse, avait mis au point ce que les documents coloniaux appellent le protocole de séparation, une torture psychologique qui consistait à détruire délibérément les liens familiaux parmi les esclaves. Le journal médical du docteur Juan Carlos Vázquez, conservé à la Biblioteca Nacional de Colombia, contient des observations détaillées sur les méthodes de Rodrigo. Il obligeait les mères à regarder pendant qu'ils vendaient leurs enfants à des plantations lointaines, chronométrant ces séparations pour coïncider avec les fêtes religieuses afin de maximiser la dévastation émotionnelle. Rodrigo gardait une collection de ce qu'il appelait des portraits de deuil, des croquis, qu'il faisait des visages des mères au moment de la séparation, qu'il montrait ensuite à d'autres femmes réduites en esclavage comme avertissement. Sa chambre était décorée de ces dessins macabres, créant une galerie de souffrances humaines que les visiteurs décrivaient comme plus troublante que n'importe quelle peinture de l'enfer.
Le jeune homme tirait une fierté particulière de sa capacité à prédire exactement combien de temps il faudrait pour briser l'esprit d'une mère après la perte de son enfant. Bernardo, le plus jeune à 16 ans, compensait son âge par une créativité dans la cruauté qui surpassait même les innovations de ses frères aînés. Des récits contemporains du missionnaire jésuite Père Antonio de la Cruz décrivent un Bernardo comme un garçon dont l'âme semble être née déjà corrompue, notant qu'il avait commencé à torturer de petits animaux à l'âge de 7 ans et était passé à des victimes humaines à 12 ans. Bernardo avait inventé ce qu'il appelait des « jeux éducatifs », forçant les esclaves à s'affronter dans des concours dégradants où le perdant faisait face à des punitions de plus en plus sévères, tandis que le gagnant n'obtenait rien de plus qu'un sursis temporaire à la torture. Sa création préférée était la chambre des choix, une pièce au sous-sol où il présentait aux esclaves des décisions impossibles, sauver un membre de la famille en condamnant un autre à mort, ou regarder tandis qu'il les tuait tous. Mais ce que la maisonnée ne réalisait pas encore, c'était que les expériences croissantes de Bernardo en matière de souffrance humaine avaient attiré l'attention de quelqu'un qui observait, apprenait et préparait son propre programme mortel. Dans la chaleur accablante d'août 1187, 2 ans avant la nuit qui allait ensanglanter l'histoire de Carthagène, le monde de Maria se transforma de la manière la plus inattendue lorsqu'elle découvrit qu'elle portait des jumeaux. La grossesse était le résultat de l'une des inspections routinières de Diego. Mais selon le journal du docteur Fernando Alvarez, médecin personnel de la famille, la réaction de Maria défia toutes les attentes que l'on pouvait avoir d'une femme violée et réduite en esclavage. Au lieu du désespoir et des tentatives de suicide qu'il avait observées chez d'autres victimes, le docteur Alvarez nota que Maria affichait un attachement presque mystique aux enfants à naître, comme si son âme avait trouvé un but dans leur protection dès le moment de la conception. La sage-femme africaine Esperanza témoigna plus tard devant les enquêteurs coloniaux que Maria parlait à son ventre dans la langue kimbundu de sa patrie, murmurant ce qui ressemblait à des proclamations royales et des promesses de protection. Ce que personne ne comprenait alors, c'était que Maria s'était mentalement transportée à l'époque où elle était la princesse Nzinga du royaume Ndongo, et que ses enfants représentaient non seulement sa descendance biologique, mais la continuation d'une lignée royale qui refusait de s'éteindre. Les jumeaux, nés le 3 novembre 1687 au cours d'une violente tempête caribéenne que les archives locales décrivent comme l'ouragan le plus féroce de mémoire vivante, semblèrent arriver comme des annonciateurs de changement. Maria les appela Kwame et Kofi, des noms qui, selon les études linguistiques du père Miguel Santos, conservées dans les archives de la cathédrale de Carthagène, signifiaient respectivement « né un samedi » et « né un vendredi », des prénoms traditionnels Akan qui les rattachaient à la tradition ouest-africaine de nomination par jour de naissance. L'accouchement fut particulièrement difficile, les notes médicales du docteur Alvarez indiquant que Maria faillit mourir d'une hémorragie, mais elle refusa tout médicament susceptible d'altérer sa capacité à protéger ses nouveau-nés. Pour la première fois depuis sa réduction en esclavage 8 ans plus tôt, des témoins rapportèrent avoir vu Maria sourire, non pas l'expression forcée et soumise qu'elle arborait pour la famille Maldonado, mais une joie maternelle véritable qui semblait émaner des profondeurs de son être. Les autres femmes esclaves de la maisonnée dirent plus tard aux enquêteurs que la transformation de Maria fut immédiate et profonde. Elle devint farouchement protectrice, dormant d'un œil et organisant toute son existence autour de la sécurité et du bien-être de Kwame et Kofi. Ce qui rendait l'attachement de Maria à ses enfants particulièrement dangereux pour la famille Maldonado, c'était sa décision de les éduquer secrètement sur leur héritage africain, une pratique strictement interdite par la loi coloniale et passible de mort. Le témoignage d'Esperanza, consigné par le magistrat colonial Luis de Mendoza en 1690, révéla que Maria avait créé un système élaboré d'éducation clandestine. Elle chantait des berceuses traditionnelles angolaises pendant ses tâches ménagères, apprenait aux garçons à compter en kimbundu en prétendant organiser les provisions de cuisine, et leur racontait des histoires de royaumes africains en faisant la lessive au bord de la rivière. Maria avait aussi commencé à fabriquer de petits jouets en bois ressemblant à des artefacts africains traditionnels, les cachant dans des endroits où seuls Kwame et Kofi pouvaient les trouver pendant leurs moments de jeu surveillés. Plus importante encore, elle avait commencé à planifier leur éventuelle fuite, accumulant de petites quantités de nourriture, mémorisant les rotations des gardes et développant ce que les documents coloniaux décriraient plus tard comme un plan d'évasion d'une sophistication remarquable pour une personne réduite en esclavage. L'ironie était dévastatrice.
Au moment même où Maria avait trouvé une raison de vivre, elle avait aussi créé les cibles parfaites pour la cruauté croissante de la famille Maldonado. À l'été 1689, les 2 ans de Kwame et Kofi faisaient d'eux les lumières les plus brillantes dans l'univers sombre de la plantation Maldonado, leur rire contagieux et leur curiosité apportant de la joie non seulement à leur mère, mais aussi à chaque esclave de la maison. Selon les observations consignées par le père Santos lors de ses visites mensuelles pour bénir la demeure, les jumeaux manifestaient une intelligence et une intrépidité inhabituelles pour des enfants de leur condition, s'approchant souvent de lui avec des questions sur les peintures religieuses et ne montrant aucun signe de l'esprit brisé qui caractérisait habituellement les enfants esclaves. Maria avait réussi à les protéger du pire des horreurs de la plantation, créant une bulle protectrice qui leur permettait de conserver leur curiosité et leur joie naturelle d'enfant. Les garçons avaient appris à marcher et à parler plus tôt que la plupart des enfants, et leurs yeux vifs et leur esprit alerte avaient de même commencé à charmer certains domestiques espagnols de la maison, qui leur glissaient secrètement de la nourriture supplémentaire ou de petits objets. Mais cette même joie et intelligence qui les rendait spéciaux, les rendirent aussi visibles aux yeux des frères Maldonado, qui commencèrent à remarquer que ces enfants esclaves semblaient différents, moins brisés, plus fougueux, et donc en urgent besoin du genre de correction dont la famille s'était fait une spécialité. Le matin du 20 août 1689 se leva sous une chaleur oppressante qui semblait peser sur Carthagène comme le poids d'un destin funeste, et selon les relevés météorologiques tenus par l'Observatoire naval espagnol, la température avait atteint une suffocante 36 degrés à 10 heures. Maria s'était levée avant l'aube, comme elle l'avait fait chaque jour depuis 8 ans, pour commencer à préparer le petit déjeuner élaboré que Don Antonio exigeait d'être servi précisément à 9 heures, mais quelque chose semblait différent en ce mardi en particulier. Une lourdeur dans l'air qui rendait même les chiens de chasse de la maison agités et nerveux. Les jumeaux, désormais capables de marcher d'un pas assuré et de babiller dans un mélange d'espagnol et de kimbundu que Maria leur avait appris, s'étaient réveillés inhabituellement tôt et semblaient attirés à explorer au-delà de leurs limites habituelles, affichant une curiosité qui allait s'avérer tragiquement fatale. L'entrée du journal du docteur Alvarez de ce soir-là, écrite d'une main tremblante trahissant son état émotionnel, notait que l'atmosphère elle-même semblait chargée d'une énergie malveillante, comme si les forces des ténèbres se rassemblaient pour un acte indicible. Ce que personne n'aurait pu prévoir, c'était que le besoin des frères Maldonado d'affirmer leur domination allait croiser la fin innocente de 2 tout petits de la manière la plus dévastatrice imaginable. L'incident commença aux environs de 10h15, lorsque le petit Kwame, manifestant la curiosité intrépide qui avait charmé le personnel de maison, entra dans la cour principale où les 3 frères Maldonado menaient leur revue hebdomadaire des récentes acquisitions d'esclaves. Un rituel qui les mettait toujours dans une humeur particulièrement agressive. Selon le témoignage de l'assistant du cuisinier, Thomas, qui assista à toute la scène depuis la fenêtre de la cuisine, Kwame avait repéré un morceau de mangue mûre tombé de la table où les frères mangeaient et, poussé par la faim naturelle d'un enfant en pleine croissance, l'avait ramassé et en avait croqué une bouchée. La vue d'un enfant esclave se servant sans permission déclencha chez Diego une rage explosive, disproportionnée même selon les standards de cruauté des frères, comme si toute la violence et la haine accumulées au fil des années d'abus systématiques s'étaient soudain concentrées sur ce petit acte d'innocente défiance. Thomas déclara plus tard aux enquêteurs que le visage de Diego devint pourpre d'une colère qui semblait jaillir des profondeurs de l'enfer lui-même, et sa voix, lorsqu'il hurla sur l'enfant, portait un venin qui fit reculer même les domestiques aguerris de la maison. Ce qui suivit hanterait chaque témoin pour le reste de sa vie, lorsque la botte de Diego frappa le ventre du petit Kwame avec une telle force que l'enfant fut soulevé du sol et projeté à travers la cour pavée de pierre, son petit corps heurtant une colonne de marbre dans un craquement écœurant qui résonna dans l'air du matin comme un coup de feu. Le rapport du père Santos à l'évêque, rédigé 3 jours plus tard d'une écriture à peine lisible, décrivait ce son comme la rupture de l'innocence elle-même, un bruit qui semblait déchirer le tissu même de la décence chrétienne, tandis que l'examen médical du docteur Alvarez révéla plus tard que l'impact avait brisé les côtes de l'enfant et causé une hémorragie interne massive. Kofi, voyant son frère jumeau inerte et ensanglanté, s'était précipité pour l'aider avec l'amour désintéressé qui n'existe qu'entre frères, mais Rodrigo, apparemment excité par la violence, saisit le second enfant par les cheveux
et le projeta contre le sol avec une telle sauvagerie que des témoins rapportèrent avoir entendu son crâne se briser contre le pavé de pierre. La rapidité et la brutalité de l'attaque laissèrent tout le monde momentanément paralysé. Même les victimes habituelles des frères semblèrent choquées par ce nouveau degré de perversité qui franchissait la limite entre cruauté et meurtre pur et simple d'innocents. L'arrivée de Maria dans la cour, alertée par les sons de violence et son instinct maternel, resterait gravée dans la mémoire de chaque témoin, comme le moment où quelque chose de fondamental bascula dans l'ordre moral de l'univers. Son cri, selon de multiples témoignages recueillis par les enquêteurs coloniaux, ne ressemblait à aucun son jamais émis par une gorge humaine, à la fois angoisse, rage et quelque chose que les témoins ne pouvaient qualifier que de autre mondain, comme si les esprits mêmes de ses ancêtres s'exprimaient à travers sa voix. Elle se jeta sur les pierres couvertes de sang, recueillant ses enfants mourants dans ses bras tandis que leurs petits corps convulsaient et que le sang s'écoulait de leur bouche, et pendant un instant, même les frères Maldonado semblèrent stupéfaits par l'ampleur de ce qu'ils venaient de faire. Mais au lieu de montrer du remords, Bernardo donna un coup de pied dans les côtes de Maria, alors qu'elle berçait ses fils, lui disant qu'elle devrait être reconnaissante qu'ils enseignent à ces animaux l'obéissance appropriée, tandis que Don Antonio sortit de la maison et, en voyant la scène, exprima seulement son irritation que sa réunion d'affaires ait été interrompue par du bruit à propos de quelques nègres sans valeur. Aucun d'eux ne se rendait compte, tandis qu'ils regardèrent les larmes de Maria se mêler au sang de ses enfants, sur les vieilles pierres, qu'ils venèrent de signer leur propre arrêt de mort de la manière la plus définitive et irrévocable qui soit. Les funérailles de Kwame et Kofi eurent lieu dans l'obscurité précédant l'aube du 21 août 1689, dans un coin oublié des terres de la plantation où les esclaves enterrèrent leurs morts depuis des décennies sans pierre ni cérémonie. Mais le rituel de Maria cette nuit-là ne ressemblait à rien de ce que les autres endeuillés avaient jamais vu. Selon le récit détaillé d'Esperanza, conservé dans les registres ecclésiastiques du père Santos, Maria passa 4 heures à creuser les petites tombes de ses mains nues, refusant toute offre d'aide, tout en chantant dans un dialecte du Kimbundu que même les autres esclaves angolais ne pouvaient pleinement comprendre, des mots anciens qui semblaient invoquer des puissances plus anciennes que le christianisme lui-même. Lorsqu'elle descendit chaque petit corps dans la terre, les témoins rapportèrent que les larmes de Maria s'étaient complètement arrêtées, remplacées par un calme étrange, bien plus inquiétant que son chagrin précédent, et lorsqu'elle parla enfin, sa voix avait une qualité différente, plus profonde, plus froide, et emplie de ce qu'Esperanza décrivit comme l'autorité d'une reine prononçant un jugement sur ses ennemis. La transformation était si complète que plusieurs des autres esclaves racontèrent plus tard aux enquêteurs qu'ils eurent l'impression que Maria était morte et avait été enterrée avec ses enfants, laissant derrière elle quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui fit même reculer par pur instinct les survivants endurcis de longues années de brutalité. Au cours des 48 heures suivantes, le comportement de Maria devint l'objet de vives spéculations parmi le personnel de la maison, car elle continuait à accomplir ses tâches avec une précision mécanique tandis que ses yeux semblaient constamment calculer quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le journal médical du docteur Alvarez daté du 23 août contient une observation troublante. La femme Maria présente des symptômes que je n'ai jamais rencontrés en 20 ans de pratique. Un détachement émotionnel complet, combiné à une hypervigilance qui suggère que son esprit s'est réorganisé autour d'un objectif unique. Elle avait commencé à se déplacer dans la maison avec l'efficacité silencieuse d'un prédateur en chasse, mémorisant les rotations des gardes, notant quelles portes étaient verrouillées à quelles heures, et observant les routines de la famille avec une intensité qui dépassait de loin ses devoirs domestiques habituels. Plus inquiétant encore, selon le témoignage du garçon d'écurie Carlos, Maria avait commencé à poser des questions apparemment innocentes sur les plats préférés de la famille, leurs habitudes de boisson et leurs horaires de sommeil. Des questions qui, prises isolément, semblaient anodines, mais qui, mises ensemble, révélaient un niveau de planification terrifiant pour ceux qui comprenaient ce qu'elles pouvaient signifier. La première preuve concrète de la préparation méthodique de Maria apparut lorsqu'Esperanza découvrit que son amie acquérait systématiquement des matériaux qui n'avaient aucun lien apparent avec ses tâches domestiques, mais qui, réunis, formaient les éléments de quelque chose de bien plus sinistre que quiconque osait imaginer. Maria avait commencé à demander de l'huile de cuisson supplémentaire lors de ses sorties hebdomadaires au marché, prétendant qu'elle expérimentait de nouvelles recettes pour plaire à la famille, tout en récoltant simultanément des herbes spécifiques dans le jardin médicinal de la plantation qu'Esperanza reconnaissait,
venant de leur terre natale, comme de puissants sédatifs et paralysants. Selon les registres d'inventaire tenus par le majordome espagnol de la maison, Maria avait aussi commencé à prendre de petits objets qui ne seraient pas immédiatement remarqués, des cordes des écuries, des couteaux de la cuisine et des clés qu'elle disait avoir trouvées en nettoyant mais qu'elle ne rendait jamais à leur place. Plus inquiétant encore, elle avait commencé à cartographier l'acoustique de la maison en testant jusqu'où portaient les sons dans différentes pièces, menant ses expériences pendant la sieste de l'après-midi, lorsque le manoir tombait dans son calme quotidien. Ce qui révéla véritablement la sophistication de la préparation de Maria fut sa préparation psychologique, car elle commença à déclencher volontairement de petites confrontations avec les frères Maldonado, afin d'étudier leurs réactions et d'identifier leurs vulnérabilités et points de pression individuels. L'assistant du cuisinier, Thomas, témoigna plus tard que Maria renversait accidentellement du vin sur Diego pour observer ses schémas de colère, engageait Rodrigo dans des conversations sur le prix des esclaves afin de mesurer ses déclencheurs d'orgueil, et trébuchait près de Bernardo pour tester ses réflexes et ses réactions physiques. Elle avait également commencé ce que les autres esclaves décrivaient comme des séances d'entraînement, des périodes nocturnes où elle se déplaçait dans la maison dans l'obscurité totale, chronométrant le temps nécessaire pour atteindre la chambre de chaque membre de la famille et testant différents itinéraires qui minimisaient le bruit et maximisaient l'effet de surprise. Selon le rapport final du père Santos sur l'affaire, soumis au vice-roi en 1691, la planification de Maria montrait un niveau de réflexion stratégique et de préparation tactique qui aurait impressionné des commandants militaires, suggérant que son éducation royale en Angola avait inclus un enseignement en art de la guerre et en stratégie qu'elle appliquait désormais à ce conflit des plus personnels. Mais ce qu'aucun de ses observateurs ne réalisait, c'était que Maria ne planifiait pas seulement un meurtre, elle orchestrait une exécution rituelle qui servirait à la fois de vengeance personnelle et de reprise symbolique du pouvoir volé à son peuple depuis des générations. La soirée du 23 août 1689 commença comme n'importe quel autre samedi dans la maison des Maldonado, avec Don Antonio célébrant son 50e anniversaire entouré des plus importants négriers et fonctionnaires coloniaux de Carthagène, totalement inconscients que leurs domestiques de confiance avaient passé la journée à mêler à leur nourriture des doses soigneusement mesurées d'herbes paralysantes angolaises. Selon les rapports d'autopsie du docteur Alvarez, découverts dans les archives du Collège médical de Carthagène en 1847, les extraits de plantes utilisés par Maria étaient suffisamment sophistiqués pour ralentir les réflexes et les réactions musculaires sans provoquer de perte de conscience immédiate, une technique qui suggérait une connaissance des pratiques médicinales africaines bien au-delà de ce que les colons espagnols comprenaient de la pharmacologie indigène. La conversation du dîner, consignée en fragments par le père Santos qui y assistait en tant qu'aumônier de la famille, portait ironiquement sur de nouvelles méthodes pour briser les esclaves rebelles. Don Antonio se vantant que sa famille n'avait jamais perdu un seul esclave lors d'une fuite ou d'un soulèvement réussi. Au fil de la soirée, tandis que les invités consommaient le festin soigneusement préparé par Maria, leurs mouvements devinrent de plus en plus lents, mais ils attribuèrent leur léthargie croissante à l'excellent vin et à la chaleur caribéenne accablante qui faisait même des murs de pierre du manoir une fournaise. À minuit, lorsque les derniers invités se furent retirés dans leur chambre et que la famille s'était réunie dans la grande salle à manger pour sa traditionnelle partie de cartes nocturnes, Maria entama la phase finale de sa préparation avec des mouvements si silencieux que même les chats de la maison ne bougèrent pas à son passage. Les énormes chaudrons de fer de la cuisine, dans lesquels elle faisait chauffer de l'huile depuis le coucher du soleil, avaient atteint des températures que son expérience à cuisiner pour la famille lui disait capable de faire fondre la chair humaine en quelques secondes de contact. Un détail qu'elle avait testé plus tôt dans la semaine en utilisant des morceaux de viande provenant de la cuisine, chronométrant exactement combien de temps chaque application nécessitait pour provoquer une douleur maximale sans causer la mort immédiate. Le récit du père Santos décrit le manoir cette nuit-là comme étrangement silencieux, hormis le faible murmure des voix provenant de la salle à manger, où les 4 hommes Maldonado étaient assis autour de leur table en acajou, leur réaction assez ralentie pour rendre toute résistance impossible, mais leur esprit encore suffisamment clair pour comprendre tout ce qui allait leur arriver. Ce qui rendait l'approche de Maria particulièrement terrifiante, c'était son silence absolu. Des témoins déclarèrent plus tard qu'elle se déplaçait dans les couloirs comme un fantôme, portant ses instruments de vengeance,
avec la précision calme d'un chirurgien se préparant à une opération délicate. La confrontation commença à 1h20, lorsque Maria entra dans la salle à manger portant le premier chaudron d'huile surchauffée, et le changement immédiat d'atmosphère fut palpable quand 4 pères Dieu levèrent leurs regards pour voir leur ancienne victime transformée en quelque chose qui dépassait leur compréhension de la capacité humaine de vengeance. La question balbutiée de Don Antonio sur ce qu'elle faisait fut accueillie par les premiers mots que Maria avait adressés directement à un membre de la famille depuis 8 ans, sans y être obligée. Une déclaration en espagnol parfait, affirmant qu'elle rendait la même justice qu'ils avaient infligée à ses enfants, mais mesurée en portions précises pour correspondre à leurs crimes individuels. La tentative de Diego de se lever et d'affirmer son autorité échoua, ses muscles drogués le trahissant, et sa réalisation de son impuissance totale sembla le vieillir de plusieurs décennies, en l'espace de quelques secondes, ses traits aristocratiques se déformant sous une terreur que jamais aucun de ses propres victimes n'avait été épargné. Selon le témoignage d'Esperanza, qui observait depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, les explications de Maria à chaque homme sur la manière exacte dont il mourrait et pourquoi démontraient un niveau de sophistication psychologique qui transformait la torture physique en quelque chose d'approchant le jugement divin, chaque méthode d'exécution étant soigneusement choisie pour refléter la nature spécifique de ses crimes contre son peuple. La nature systématique de la vengeance de Maria se révéla lorsqu'elle commença par Bernardo, appliquant méthodiquement l'huile bouillante sur ses extrémités, tout en expliquant à ses frères qu'ils allaient se regarder mourir selon leur ordre d'âge, tout comme elle avait été forcée de regarder ses enfants souffrir sans pouvoir les aider. La précision de sa technique, documentée avec des détails horrifiants par l'examen médico-légal du docteur Alvarez sur la scène du crime, montrait qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre, appris à contrôler l'application de la chaleur afin de maximiser la durée de la douleur sans provoquer de choc ni de mort immédiate. Une connaissance qui suggérait soit un génie intuitif, soit un accès à des méthodes de torture dépassant tout ce que le répertoire colonial espagnol connaissait. Tandis que les cris de Bernardo résonnaient à travers le manoir, réveillant les maisons voisines et poussant les domestiques à fuir dans la nuit, Maria passa à Rodrigo avec la même efficacité calculée, son visage n'affichant aucune émotion autre qu'une froide satisfaction que les témoins décrivirent comme plus terrifiante que n'importe quelle expression de rage. Mais ce qui démontra véritablement la profondeur de sa préparation fut sa torture psychologique des membres survivants de la famille, les forçant à confesser leurs crimes à voix haute en attendant leur tour, extrayant des aveux détaillés qui servirent à la fois de catharsis personnelle et de traces historiques d'atrocités qui, autrement, seraient restées à jamais dissimulées. Alors que les premières lueurs pâles de l'aube se glissaient à travers les fenêtres maculées de sang du manoir des Maldonado, le 24 août 1689, Maria se tenait parmi les 4 cadavres torturés avec la satisfaction calme de quelqu'un qui venait d'accomplir l'œuvre la plus importante de sa vie, mais elle savait que sa survie dépendait désormais de l'exécution d'un plan d'évasion aussi méticuleux que la vengeance qu'elle venait de réaliser. Selon les registres maritimes conservés à l'Archivo général de Indias, Maria avait passé des semaines à mémoriser les horaires de chaque navire accostant dans le port de Carthagène, et elle avait identifié le bâtiment corsaire du capitaine Jean-Baptiste Ducasse, la Vengeance, comme sa meilleure opportunité de passage vers la liberté, non pas en raison d'un quelconque élan humanitaire de la part du Français, mais parce que sa réputation d'opportunisme pragmatique signifiait qu'il transporterait quiconque pouvait payer son prix ou fournir des informations précieuses. L'ironie ne lui échappait pas. Le même réseau d'intelligence que Don Antonio utilisait pour coordonner son empire négrier allait désormais lui servir de voie vers la liberté, puisqu'elle possédait une connaissance intime des routes maritimes espagnoles, des réseaux de corruption et des faiblesses personnelles des fonctionnaires coloniaux, ce qui la rendait plus précieuse que n'importe quelle cargaison que Ducasse transportait habituellement. Ce qui rendait son plan d'évasion particulièrement audacieux était sa décision de sortir par la grande porte du manoir, en plein jour, vêtue de la plus belle robe de Doña Isabel Maldonado, et portant de faux papiers l'identifiant comme une femme de couleur libre en quête de passage vers Saint-Domingue. La transformation que Maria subit dans ces dernières heures avant son évasion représenta peut-être la métamorphose la plus remarquable de l'histoire coloniale américaine, puisqu'elle se délesta non seulement de son identité d'esclave, mais de toute sa persona, émergeant comme quelqu'un qui possédait l'allure et la confiance de la princesse africaine qu'elle avait été avant sa capture. Le témoignage d'Esperanza, donné aux enquêteurs coloniaux en 1692, décrivit la préparation de Maria avec une admiration proche de la révérence.
Elle s'était baignée dans une eau parfumée, volée aux appartements de la maîtresse, avait arrangé ses cheveux en tresses élaborées, rappelant les traditions royales angolaises, et appliqué des cosmétiques avec une telle habileté qu'elle ressemblait à une aristocrate plutôt qu'à une domestique. Les faux documents qu'elle portait, créés à l'aide des sceaux même de Don Antonio et de papiers officiels qu'elle avait subtilisés et utilisés pour s'exercer pendant des semaines, étaient si convaincants qu'ils trompèrent plus tard aussi bien les douaniers espagnols que les autorités coloniales françaises. Plus remarquable encore, Maria avait répété une toute nouvelle personnalité, parlant l'espagnol avec l'accent raffiné de la noblesse coloniale, adoptant la posture et les manières de quelqu'un qui n'avait jamais connu la soumission, et affichant une confiance si totale qu'elle semblait réécrire la réalité autour d'elle. Selon les observations du père Santos, consignées dans sa dernière lettre à l'évêque avant sa propre disparition mystérieuse, la transformation de Maria était si complète qu'il ne la reconnut pas immédiatement lorsqu'elle apparut dans la cour du manoir ce matin-là, le poussant à se demander s'il n'était pas témoin d'une forme d'intervention divine ou de métamorphose surnaturelle. L'audace de l'évasion de Maria devint légendaire dans tout le bassin caribéen lorsqu'elle traversa calmement la place principale de Carthagène à 7 heures du matin, portant une petite sacoche contenant de l'or et des bijoux volés d'une valeur supérieure à ce que la plupart des colons verraient en une vie, tandis que derrière elle, le manoir des Maldonado sombrait dans le chaos lorsque les domestiques découvrirent le massacre et commencèrent à appeler les autorités en hurlant. Selon le témoignage oculaire du marchand Pedro Vasquez, conservé dans les archives municipales de Carthagène, Maria traversa le marché bondé avec une telle prestance royale que les autres passants s'écartaient automatiquement, supposant qu'elle était une dignitaire en visite qu'ils auraient dû reconnaître mais qu'ils n'identifiaient pas clairement. Son timing était parfait. L'effervescence matinale du commerce offrait une couverture idéale, tandis que la nouvelle du massacre ne s'était pas encore répandue au-delà du voisinage immédiat, lui donnant de précieuses minutes pour atteindre le port avant que quiconque ne pense à chercher une esclave en fuite. Le capitaine Ducasse déclara plus tard aux autorités coloniales françaises que lorsque Maria aborda son navire et proposa d'échanger des renseignements sur les mouvements navals espagnols contre un passage vers Saint-Domingue, il pensa d'abord qu'elle était une espionne espagnole tentant d'infiltrer son opération, tant son maintien aristocratique était convaincant, et tant les informations qu'elle possédait étaient précieuses. Ce qui scella l'accord, selon les journaux de bord de Ducasse retrouvés dans les archives françaises de la Martinique, fut la démonstration de la connaissance de Maria lorsqu'elle décrivit avec précision les manifestes de cargaison et les horaires de départ de 3 galions espagnols transportant des trésors, qui étaient censés être des secrets d'État. La phase finale de l'évasion de Maria se déroula avec la même précision méthodique qui avait caractérisé sa vengeance, alors qu'elle négociait son passage, tandis que les soldats espagnols fouillaient les mauvais quartiers de la ville à la recherche d'une fugitive terrée, correspondant en rien à leur présupposé sur le comportement des esclaves évadés. L'équipage de Ducasse, d'abord sceptique quant à la décision de leur capitaine d'héberger ce qu'il pensait être une esclave en fuite, changea rapidement d'avis, lorsque Maria commença à fournir des renseignements détaillés sur quels fonctionnaires coloniaux pouvaient être soudoyés, quelles routes maritimes étaient les moins surveillées et quels marchands étaient les plus susceptibles d'acheter des biens de contrebande sans poser de questions. Selon le journal du navigateur du navire, François Dubois, découvert aux Archives nationales de Paris, Maria passa les 3 jours de voyage vers Saint-Domingue à partager des informations si précieuses qu'elles financèrent les opérations de piraterie de Ducasse pour les 2 années suivantes. Au moment où les autorités espagnoles comprirent que leur fugitive s'était échappée par mer plutôt que d'avoir fui dans la jungle, la vengeance approchait déjà de la colonie française, où Maria allait commencer sa nouvelle vie de femme libre. Mais ce que ni Ducasse ni son équipage ne réalisèrent, avant bien plus tard, c'était qu'ils ne transportaient pas seulement une esclave évadée remarquablement intelligente, ils transportaient une femme qui avait, à elle seule, déclaré la guerre à toute l'institution de l'esclavage et qui passerait le reste de sa vie à inspirer des actes similaires de résistance dans tout le bassin caribéen. L'héritage de Maria de Cartagena dépasse largement cette nuit sanglante de 1689, s'inscrivant jusque dans les fondements mêmes de notre compréhension de la résistance, de la justice et des limites que les êtres humains sont prêts à franchir lorsqu'ils sont poussés au-delà du point de rupture. Son histoire nous oblige à affronter des questions dérangeantes sur la nature même de la moralité. Lorsque l'oppression systématique rend la justice légale impossible, la vengeance personnelle devient-elle le seul chemin vers la droiture?
L'exécution méthodique de la famille Maldonado par Maria n'était pas seulement une revanche, c'était une déclaration que les esclaves possédaient l'intelligence, la détermination et la capacité de réflexion stratégique que leurs oppresseurs leur avaient toujours niée. Les répercussions de ces actes peuvent être retracées dans chaque grande rébellion d'esclaves qui suivit, de la révolution haïtienne au soulèvement de Nat Turner, à mesure que se diffusait, à travers les réseaux clandestins reliant les communautés réduites en esclavage des Amériques, l'histoire de la princesse angolaise qui avait surpassé ses maîtres en ruse et en force. Le destin de ceux qui restèrent raconte à son tour le prix de témoigner d'une telle violence transformatrice. Le capitaine Ducasse mourut mystérieusement à Port-au-Prince 3 ans plus tard, certains disant qu'il avait été empoisonné par des agents espagnols qui ne pardonnèrent jamais son rôle dans l'évasion de Maria, tandis que d'autres murmuraient qu'il avait été éliminé par Maria elle-même pour protéger les secrets de sa nouvelle identité. Le père Santos, dont les récits détaillés constituent l'essentiel de ce que nous savons de l'affaire, disparut de Carthagène en 1691 et ne fut jamais revu. Ses dernières lettres à l'évêque suggèrent qu'il était convaincu que Maria était un instrument de justice divine et qu'il avait commencé à remettre en question les fondements mêmes du christianisme colonial. Les esclaves survivants qui furent témoins du massacre disparurent, soit dans les communautés de Quilombos des montagnes colombiennes, soit moururent dans des circonstances suspectes, comme si les autorités espagnoles avaient voulu effacer toute trace, prouvant qu'une telle résistance était possible. Aujourd'hui encore, l'emplacement exact de la tombe de Maria en Haïti demeure inconnu, bien que les légendes locales évoquent un sanctuaire caché dans les montagnes où l'on dépose encore des offrandes pour la mère qui apprit aux maîtres à craindre. Peut-être l'aspect le plus troublant de l'histoire de Maria est-il la manière dont elle remet en cause nos présupposés modernes sur la victimisation et la gentilité dans les récits historiques. Nous sommes à l'aise avec les histoires de souffrance passive et d'émancipation légale éventuelle. Mais le récit de Maria nous oblige à affronter l'histoire d'une femme qui refusa d'attendre la justice et qui la rendit elle-même avec une efficacité terrifiante. Son intelligence, sa pensée stratégique et sa sophistication psychologique brisent la mythologie raciste qui présentait les Africains, réduits en esclavage, comme incapables de planification complexe ou de résistance durable. Pourtant, ces méthodes furent si brutales qu'elles nous obligent à nous demander si nous pouvons célébrer sa victoire sans cautionner ses moyens, et si ce malaise moral en dit davantage sur nous que sur elle. La vérité est que Maria de Cartagena incarne quelque chose qui met profondément mal à l'aise, aussi bien l'establishment historique que les sensibilités modernes. Une victime devenue victorieuse par des méthodes tout aussi impitoyables que celles utilisées contre elle. Les questions que soulève l'histoire de Maria au sujet de la justice, de la vengeance et des calculs moraux de l'oppression demeurent aussi pertinentes aujourd'hui qu'en 1689. Dans un monde où le pouvoir institutionnel protège encore les auteurs, tout en laissant aux victimes peu d'options pour obtenir une véritable justice, combien de personnes confrontées à des situations impossibles pourraient regarder l'exemple de Maria et se demander s'il existe un point où le compromis moral devient une nécessité morale? Lorsque les systèmes juridiques échouent, lorsque les autorités détournent le regard, lorsque les puissants semblent intouchables, qu'est-ce qui sépare la civilisation du type de justice personnelle que Maria a rendue avec de l'huile bouillante et une précision calculée? Il ne s'agit pas seulement de questions historiques, ce sont les mêmes dilemmes moraux qui résonnent dans chaque tribunal où les victimes affrontent leurs bourreaux impunis, et dans chaque salle de rédaction qui rapporte des injustices systémiques semblant échapper à toute réparation légale. Et vous, qu'en pensez-vous? Maria de Cartagena fut-elle une héroïne qui porta un coup à la dignité humaine, ou une meurtrière qui franchit des limites qui ne devraient jamais l'être, même face à une cruauté indicible? Auriez-vous montré la retenue que la morale légale exige si vous aviez vu vos enfants mourir aux mains de personnes qui ne seraient jamais punies? Partagez cette histoire si vous pensez que ces sombres chapitres de l'histoire méritent d'être rappelés, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui défient tout ce que vous croyez savoir sur la justice et la nature humaine. Activez la cloche de notification, car la semaine prochaine nous plongerons dans une autre affaire qui vous fera remettre en question les fondements mêmes du bien et du mal. L'histoire d'un médecin de l'époque victorienne dont les mains guérisseuses cachèrent l'esprit le plus calculateur de l'histoire de la médecine. La section des commentaires attend vos réflexions. Et je vous le promets, cette communauté n'a pas peur des conversations difficiles sur le prix de la justice dans un monde injuste.